Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche e-radio ITV a le plaisir de recevoir professeur Felwine Sarr. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Vous êtes économiste, philosophe, écrivain et musicien. Il est l'un des intellectuels les plus influents en Afrique et ailleurs. Ses positions, mais surtout ses travaux sur l'économie, la recherche ou encore la culture sont épiés par les décideurs, les scientifiques et les médias. Professeur agrégé en économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Felwine Sarr est co-auteur avec l'historienne française Bénédicte Savoy du rapport intitulé « Restituer le patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle ». La restitution, dit Felwine, va dans le sens de l'histoire. Un rapport commandité par le président français Emmanuel Macron et qui a fait état de 90 000 œuvres historiques et culturelles africaines présentes dans des musées étrangers, notamment occidentaux et plus particulièrement encore français. La traite négrière, la colonisation et les guerres sont sans doute passées par là. Macron a-t-il pu influencer les chercheurs? Felwine Sarr rejette d'emblée un quelconque geste du prince dans la restitution des œuvres africaines. L'universitaire est aussi un universaliste de la pensée. La preuve, les ateliers éponymes qu'il a accueillis récemment à Dakar avec la participation d'intellectuels de renommée mondiale. Philosophe, écrivain et auteur de l'ouvrage à succès Afrotopia, Felwine Sarr a plusieurs cordes à son arc. Que dis-je? Il a plutôt plusieurs cordes à sa guitare, car le professeur d'économie est, à ses heures perdues, un brillant musicien. Cela vous étonnera sûrement si je vous dis qu'il est à la fois instrumentiste, bien sûr, joueur de guitare et chanteur. Felwine Sarr, bonjour et bienvenue. Comment vous présentez finalement? Vous avez très bien réussi, je trouve, à montrer en tout cas plusieurs aspects de ce que j'appellerais un geste de transmission, que ce soit la musique ou un savoir articulé, qui est le savoir universitaire, ou la littérature. C'est toujours un désir d'aller vers autrui, donc de parler à sa sensibilité, à son intellect, et d'être en relation. Et je pense que c'est ce qui fait cette multiplicité apparente, mais au fond qui est une seule chose, quoi. Être dans une relation de transmission avec l'autre. Y a-t-il une pensée africaine et quelle serait sa particularité dans la pensée mondiale, la pensée globale? Il y a des pensées qui viennent du continent africain, des pensées d'Afrique. La grande difficulté lorsqu'on accole l'épithète africaine, c'est d'éviter le piège de l'essentialisme. Vous n'aimez pas cette épithète? Non, je l'aime bien. En fait, j'aime bien être africain et j'assume l'épithète africain. Mais je veux juste qu'on s'entende sur ce que ça signifie. Ça ne signifie pas essentialiser la pensée africaine. Ça ne signifie pas dire qu'elle n'est d'ici et qu'elle est exclusivement d'ici et qu'elle est née d'elle-même et qu'elle n'a eu à aller explorer d'autres champs qu'elle-même. Il y a bien sûr des pensées d'Afrique, puisqu'il y a plusieurs philosophes africains contemporains qui vivent, qui produisent une pensée. Valentin Mudimbe est encore en vie, Souleymane Bachir Diagne, Anthony Appiah, énormément de gens. Fabien Eboussi Boulaga, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il y a un vrai corpus. Quand on pense à la pensée contemporaine, je peux rajouter des gens comme Alassane Ndao, Mamoussé Diagne, etc., etc., Bonaventure Nvé-Ondo, qui sur les questions contemporaines du monde ont une réflexion très pointue et qui est extrêmement riche et féconde. Donc ça, on peut les mettre dans la pensée africaine. Je cite deux intellectuels de référence qui ne sont plus de ce monde, et vous comprendrez de qui il s'agit. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole, l'émotion est nègre, comme la raison est Hélène. Et là aussi, c'est intéressant que vous citiez les deux. Oui, c'est parce que cela a semé le doute dans plusieurs esprits, y compris d'esprits d'intellectuels africains. Je suis d'accord, mais je pense qu'on ne leur a pas rendu justice parce qu'on les a décontextualisés. Quand on prend le premier, Aimé Césaire, il prend ce texte, il le dit dans le cahier d'un retour au pays natal. Et c'est un texte qui est un texte poétique. Et quand Césaire écrit le cahier en 1939, il a lu Cheikh Anta Diop, il a lu Nation d'agriculture. Et Césaire dit de Nation d'agriculture que c'est l'ouvrage le plus audacieux et le plus avant-gardiste qu'un intellectuel noir n'ait jamais écrit. Donc Césaire est convaincu que les Noirs ont apporté leur contribution dans les sciences, dans les savoirs de l'humanité. Mais sauf qu'il utilise une métaphore dans un espace de la poésie, et cette métaphore, elle est lue comme un texte prosaïque. Il sait très bien qu'il y a eu de grandes découvertes. Senghor aussi a malheureusement ce vers qu'il veut faire. Il veut en faire un alexandrin, donc il y a 12 pieds. Il veut une césure
au bout de 6 pieds, une sorte d'hémistiche, mais il dit la raison est nègre comme l'émotion est nègre comme la raison est hélène. Il ne dit pas la raison est nègre et l'émotion est hélène. Il n'est pas dans une dichotomie. Donc le comme change tout. Et il était dans une lecture d'une raison intuitive, une raison étreinte, une raison qui saisit le tout de manière holistique et qui prend toutes les formes d'intelligence. La raison, l'essence, l'intuition, ensemble. Donc dans cette raison intuitive, elle englobe la raison rationnelle. Et malheureusement, cet hémistiche a été sorti du contexte. Elle n'a pas été lue, je pense, dans toute sa profondeur. Et on a juste retenu les nègres sont le lieu de l'émotion et la raison froide est le lieu de l'Occident. Alors que je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc, Felwine, il y a une pensée d'Afrique, il y a une science d'Afrique, il y a une philosophie d'Afrique, mais qui a inventé quoi finalement? Ben, beaucoup de choses. Je dirais même qu'il y a des épistémologies africaines. C'est-à-dire qu'il y a des formes de savoir plurielles qui sont nées du continent. On peut retourner dans l'Égypte antique, l'algèbre, les mathématiques, les balbutiements, l'architecture. Tous ces savoirs dits scientifiques, de sciences exactes, nous savons aujourd'hui, y compris il y a même un mode de dénombrement autour de l'os de Shango, des formes de numération dont on a retrouvé les racines en Afrique. Et que ce qu'il faut savoir des savoirs, c'est que les savoirs naissent un certain type de savoirs naissent dans des contextes. Et puis, il y a des conditions géopolitiques historiques qui font qu'ils éclatent en révolution. Ils quittent des lieux, ils sont transgéographiques, on les retrouve ailleurs. Les savoirs circulent, ils reviennent. Et que le continent africain a de tout temps contribuer à tout type de savoir, des savoirs de l'humanité. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'il y a une spécificité des savoirs africains? Ben oui. Si vous prenez tous les savoirs dans les humanités, dans la psychologie, dans la phytothérapie, dans les sciences humaines, dans la manière de faire famille, dans l'architecture, dans comment on construit les maisons. Un supplément d'âme? Oui, énormément. Comme il y a ça, même plus que ça. C'est-à-dire que, parce que des fois, on nous confine dans le supplément d'âme. Je veux dire, dans tout type de savoir, que ce soit les sciences humaines et sociales et les savoirs dits scientifiques, les Africains ont énormément contribué et apporté aux savoirs universels. Ça, c'est indéniable. L'Égypte, vous l'avez cité, j'ajouterai Cheikh Anta Diop et je vous demande de vous situer entre deux amis à vous, deux intellectuels comme vous, Boubacar Boris Diop et Souleymane Bachir Diagne, arbitre, oui, Felwine Sarr. Je pense qu'en fait, je pense que Boris a fait un faux procès à Bachir. Parce que ce texte de Bachir, je pense que c'était un hommage à Cheikh Anta. Peut-être a-t-il estimé que l'hommage n'était pas assez appuyé, assez clair, et que quelques éléments de critique qu'il a mis dans l'hommage lui ont déplu. Vous le dites même si Boris est votre ami. Je le dis parce que c'est mon ami. Parce que c'est mon ami que je lui dis ça. Parce que c'est mon ami que je pense qu'il a méjugé Souleymane Bachir. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour où l'article de Boris est sorti, j'étais en train de travailler sur un ouvrage collectif des ateliers de la pensée. Et je travaillais sur un chapitre que Bachir avait livré 6 mois avant, où il réfléchissait sur la pensée de l'identité et la pensée du devenir. Où il disait que dans les années 50 et 60, la violence et la négation coloniale a amené les Africains à avoir une pensée de l'identité. Vous n'êtes pas, je suis. Donc la négritude, le pan-arabisme. On s'est affirmé sur nos valeurs de civilisation, sur qui nous étions. Et il estime que maintenant, on est dans une pensée du devenir. On n'a plus besoin de nous affirmer, on sait qui on est. Et les individus se posent la question de qui est-ce qu'ils vont devenir. Comment leurs identités vont évoluer, plurielles, multiconfessionnelles, multiethniques. Et que d'ailleurs, la jeunesse a une pensée du devenir. Et malheureusement, elle ne voit son devenir que dans l'exil. Et il a des pages admirables sur Cheikh Anta Diop dans cet article. Il a des pages admirables. Et je pense qu'en fait, quand on veut savoir ce que quelqu'un pense de quelqu'un, on le lit dans la durée. On regarde tout ce qu'il a dit sur l'individu. Ce n'est pas un article, une interview qui vont résumer. Et je pense que... Et vous l'avez dit à votre ami Boris? Je vais le voir on va se voir en Égypte, en principe en janvier. Et je comptais bien avoir une discussion avec lui là-dessus. En terre égyptienne. Oui, en terre égyptienne. Et deuxième chose sur ce débat-là, je pense aussi que ce qui est sous-jacent, c'est notre rapport à Cheikh Anta. Que l'on nous laisse la liberté d'adhérer à Cheikh et de pouvoir être critique sur des aspects, si on souhaite être critique sur tel aspect ou tel aspect, sans nous soupçonner de faire le jeu des antidiopistes ou d'une historiographie européenne qui n'a pas reconnu Cheikh ou qui le combat. Je veux dire, nous tous, Cheikh a comblé un gouffre sur lequel nous nous sommes établis. Et dès l'instant que nous nous sommes établis, nous avançons. Et des fois, nous ne sentons pas le besoin de toujours revenir à lui parce qu'il a réglé un problème fondamental. Il a réglé le problème de notre contribution intellectuelle dans le monde, de notre profondeur historique. Et je pense que tout le monde adhère. Maintenant, Cheikh est un scientifique, Cheikh était critique. Et rendre hommage à Cheikh, c'est avoir un rapport critique avec sa pensée. Dire là, on peut aller plus loin.
sur tel aspect, il a vu ça, mais il n'a peut-être pas vu cette dimension. Sur quoi on peut critiquer Cheikh Anta Énormément de Diop? choses. Sur la question de l'économie, par exemple, il a écrit un ouvrage important qui s'appelle Fondement d'une unité culturelle africaine, où il a une belle réflexion sur l'économie. Comment est-ce qu'on peut, à l'échelle du continent, avoir des zones qui produisent de l'énergie éolienne, de l'eau, et comment on peut intégrer les ressources au niveau continental. Mais il était dans une vision industrielle de l'économie, la vision immatérielle, la vision de l'économie des savoirs, des connaissances, qui est aujourd'hui la principale source de valeur dans les sociétés humaines. Ce n'est plus le capital et le travail et l'industrie qui produisent de la richesse. C'est l'intelligence, l'innovation, le savoir. Et cette dimension immatérielle, economy based on knowledge, économie de la reconnaissance, Cheikh ne l'a pas vu, mais c'est normal, puisqu'il est un homme de son époque. Et on peut pas, il a beau être génial et qui il est un être de son époque. Et sur certains aspects, on peut dire oui, là, on peut aller un peu plus loin que lui. Et donc, il faut qu'on ait le droit à cette critique-là. Alors, du point de vue de la pensée, peut-on concilier Boris et Bachir? Du point de vue humain, peut-on les réconcilier? Non, mais bien évidemment. En plus, tu vois, vous y travaillez? Déjà, ce sont des amis. C'est-à-dire que là aussi, il y a Bachir, Boris crée une certaine distance dans le second texte, en disant oui, qu'ils sont cordiaux. Mais non, je suis désolé. Moi, je les ai vus ensemble faire des choses. Bachir n'a pas le droit de le voyer alors? Non, il a le droit Il a dit, je vous en prie. Oui, mais c'est une formule. C'est une formule. Il peut le tutoyer, c'est une formule. Bachir est peut-être un peu orthodoxe et classique et ce qu'on veut. Oui. Mais on fonde la maison d'édition Jimsan en 2013. Le premier ouvrage que Boris et moi et Nafissatou ont publié, c'est l'ouvrage de Souleymane Bachir Diagne, comment philosophe en islam. On rachète les droits, on publie l'ouvrage de Souleymane Bachir, on l'invite à la librairie Athéna et on travaille sur ce texte. Souleymane Bachir organise un colloque, je ne sais pas, à Chicago, sur l'œuvre de Boubacar Boris Diop. Beaucoup de chercheurs sont invités et Souleymane Bachir se bat pour que les actes du colloque soient publiés à Présence africaine. Il me met dans l'histoire, on travaille ensemble pour que la publication ait lieu. Donc ce sont des gens qui sont des amis et qui ont travaillé ensemble. Leur querelle n'est pas une querelle d'ego, comme certains ont pu le penser. Je ne crois pas que ce soit ça la question. Je crois qu'en fait, je crois que Boris est très à fleur de peau quand il s'agit de Cheikh Anta. Boris est un Cheikh Antaïste convaincu et je pense que Boris ne supporte pas qu'on égratigne ne serait-ce qu'un petit peu Cheikh Anta. Et je pense qu'il a surréagi. Il a surinvesti la critique de Bachir sur Cheikh Anta et peut-être qu'il lui a fait un procès d'intention en pensant que Bachir était en train de jouer le jeu d'une certaine historiographie occidentale. Et là, je pense qu'il a tort. Felwine Sarr, invité du jury du dimanche, Radio ITV, la troisième édition des ateliers de la pensée, basculement des mondes et pratiques de dévulnérabilisation. Vous n'avez pas dit basculement du monde, mais des mondes. Dévulnérabilisation ressemble à un barbarisme intellectuel, si on peut le dire ainsi. Quelle compréhension faut-il avoir de ce thème et quels sont les résultats de votre réflexion finalement? Je commencerai par les pratiques de dévulnérabilisation et pour nous c'était le plus important, c'est-à-dire de dire que les sociétés africaines et les autres sociétés sont les sociétés qui sont aux prises avec de nombreuses vulnérabilités. Les vulnérabilités socio-économiques, on les connaît sur le continent. Les vulnérabilités sécuritaires, il n'y a qu'à regarder le Sahel et ce qui s'y passe pour voir que nos sociétés sont vulnérables du point de vue de la sécurité. Les vulnérabilités écologiques, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour du bassin du lac Tchad. Nous vivons déjà les conséquences de la perte de la biodiversité et de toutes les grandes crises écologiques du monde. Et il y a aussi des vulnérabilités d'ordre, je dirais, politique. Il y a des sociétés qui ne sont pas très démocratiques, où les individus n'ont pas tous leurs droits, n'ont pas accès à la participation démocratique comme il le fallait. Et puis il y a aussi des vulnérabilités d'ordre symbolique. Nous sommes très mal représentés dans le cinéma, dans l'ordre du discours, nos imaginaires, notre littérature, notre vision du monde, nos épistémologies, nos objets. Et donc, beaucoup de nos groupes humains sont à la croisée de ces multiples vulnérabilités-là. Et la question qui était la nôtre est de dire, nous allons essayer de réfléchir sur une question qui touche la vie des gens. Et une question qui touche de manière assez directe. Donc, ces vulnérabilités, il y a beaucoup de littérature qui les pense, on peut les penser, mais la prochaine étape, c'est de réfléchir à des pratiques pour dévulnérabiliser. Et ces pratiques, un certain nombre de pratiques existent déjà dans le cœur de nos sociétés, où les individus n'attendent pas, se débrouillent, se dévulnérabilisent, se renforcent, sont résilients. Et comment est-ce qu'on peut aller chercher ces pratiques, les analyser, voir qu'est-ce qui peut être
étendu à des échelles beaucoup plus larges, comment est-ce qu'on peut les traduire des fois en politique publique, et comment est-ce qu'on va chercher ces ressources qui sont les ressources de la dévulnérabilisation, en sécurité, en économie, etc. Comme le terrorisme, le djihadisme, Le djihadisme, qui se répandent dans voilà, la donc, sous-région, comme si nous étions incapables de faire face à ce phénomène. Nous en sommes incapables. Non, nous sommes capables, mais c'est qu'il faut une réponse plurielle. Il faut une réponse bien sûr militaire, sécuritaire, mais il faut une réponse politique, il faut une réponse sociale, il faut une réponse culturelle. Et c'est en fait ça. Et d'ailleurs, on a eu une grande table ronde sur les crimes de masse, les génocides et les violences. Et on a eu Laurie Anotelo Benoni, qui a un think tank qui s'appelle ISS et qui travaille sur ces questions-là et qui nous a éclairé sur toutes les dynamiques en jeu dans le djihadisme. Il ne faut pas, avant l'acte djihadiste lui-même, tout ce qui se joue, comment des territoires sont vulnérabilisés, abandonnés par l'État, comment des jeunes sans emploi sont recrutés. Ils ne sont pas forcément des djihadistes, ils ne sont pas forcément dans l'idéologie, mais ça leur donne du travail, ça leur donne une raison d'exister, etc., etc. Ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Il faut les dévulnérabiliser. Il faut les dévulnérabiliser pour les rendre non captables par la machine djihadiste qui les utilise au dernier échelon. Au dernier échelon de son programme. Donc voilà. Basculement des mondes et non basculement du monde. Je me souviens les propos du président Abdou Diouf dans les années fin 80, en conflit avec son opposition, avait dit transition vers où, mais basculement des mondes ou du monde dans quoi? C'est ça la question. C'est qu'on voit qu'on a une crise des démocraties libérales représentatives, qui a les autoritarismes qui reviennent, les ethnonationalismes, la Hongrie, les États-Unis, Bolsonaro au Brésil, etc. etc. Ça, c'est l'Europe. On voit qu'il y a un phénomène migratoire important que certains ont décidé de dénommer crise migratoire. Okay? Et qu'ils n'arrivent pas à faire face. L'Europe se barricade. On a 40 000 morts dans la Méditerranée depuis 2000. C'est absolument inacceptable. Ils ont déplacé leurs frontières en Afrique avec Frontex, mais aussi en sous-traitant avec la Libye et le Maroc le fait de refouler les migrants subsahariens dans le désert. Certaines frontières européennes sont au Niger, puisqu'ils ont des spots pour trier les bons migrants ou pas. Donc c'est une question globale. La question écologique, elle est fondamentale. On a du mal à changer un modèle de production capitaliste qui affecte négativement la planète. Et il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle la collapsologie. On croit que si on continue comme ça, il nous reste 30 ou 40 ans pour être dans des processus irréversibles. Les rapports du GIEC le disent. Et on est aussi à la croisée de plusieurs basculements. L'enfer avant l'heure. Voilà, l'enfer avant l'heure. Et donc on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce que le paquebot monde va. Donc quels sont ces différents basculements. Et il nous semble qu'il y a un basculement important qu'on doit avoir, c'est un basculement civilisationnel. C'est changer de modèle de civilisation au niveau global. Donc changer de modèle économique, de modèle politique, changer même de lieu. La frontière, est-ce que l'État-nation est encore un espace qui est pertinent à penser, vu ces problèmes qui sont transfrontaliers et transnationaux. Donc l'idée, c'était de réfléchir avec des intellectuels du monde à ces basculements pour y voir clair, comme disait Antonio Gramsci, dans le clair-obscur, les monstres peuvent apparaître quand un monde finit et qu'un autre n'est pas encore né. Dans l'entre-deux, les monstres peuvent apparaître. Et la question pour nous, c'était de voir qu'est-ce qui est en train d'apparaître et vers où on va. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de clairvoyance dans les dynamiques à venir et quels sont les différents points de bascule des mondes. Donc, et puis il y a aussi des mondes historiques, géographiques, intellectuels qui sont en train de changer. L'impact de la technologie, de l'intelligence artificielle va profondément modifier notre vie. Et nous, ici en Afrique, j'ai l'impression que nous attendons que d'autres réfléchissent à ces questions-là de la technologie et des données et du digital et de l'intelligence artificielle. Et si nous ne faisons pas gaffe, nous serons encore des consommateurs de modèles civilisationnels qui ont été pensés par d'autres. Et c'est pour cela que souvent vous dites, bon, vous n'aimez pas ce qu'on dit souvent, l'Afrique, avenir du monde, avenir de l'humanité. Non, puisque ça délocalise notre présence dans un futur. Ça veut dire que nous ne sommes pas pleinement présents. Ça veut dire que nous ne sommes toujours pas là. Ça veut dire que nous sommes toujours dans l'avenir. Nous sommes toujours des éternels enfants. Alors que c'est aujourd'hui que ça se joue, alors que nous sommes pleinement présents dans le monde, c'est que nous ne regardons pas assez ce que nos sociétés disent, produisent, et nous les regardons simplement sous l'angle de leurs déficiences. Elles ont des limites, il faut le reconnaître. Mais nous ne sommes pas que des limites, nous sommes largement plus que ça. Et le fait de nous délocaliser dans le futur, c'est de ne pas attester de la valeur de notre présence au présent. On va aller très vite, Felwine, parce qu'il y a quand même le thème sur le patrimoine africain dont il est question de restituer. On vous a vu à ces ateliers de la pensée à l'Institut français l'autre soir recadrer le débat quand vous l'avez senti dériver en un échange franco-français. L'ambassadeur de France présent a même été obligé de répliquer à son compatriote, le journaliste Edoui Plenel de Mediapart. Vos ateliers ont-ils pu échapper au piège de la ghettoisation pour être des échanges universels? Oui, je pense, parce qu'on a fait les
La majeure partie, les 3 jours, on les a fait au musée des civilisations noires. Et ce que j'avais noté d'assez remarquable, c'est que le public était varié. Et dans le public, il y avait des jeunes lycéens. Et les jeunes lycéens qui se sont exprimés. Et ça, c'était absolument important pour nous. Il y avait des lycéens du Sénégal qui sont venus. Et il y avait des lycéens qui ont fait le voyage du Bénin à Dakar, une classe de 20 qu'ils ont préparé pendant 2 ans. Ils ont lu les textes des ateliers et ils étaient là tous les jours. Et ils n'étaient pas que des spectateurs passifs. Ils ont pris la parole, ils étaient impliqués, ils étaient clairvoyants. Donc, bien évidemment, quand on produit une parole qui se veut intellectuelle, elle est exigeante. Et du fait qu'elle soit exigeante, elle ne touche pas, je dirais d'emblée, tout le monde. Pour qu'elle touche le plus grand nombre, il y a un deuxième travail à faire, un travail de popularisation, de dissémination. Ça, c'est un défi. C'est un grand pour défi. Que cela ne soit pas juste un entre-soi. échange. Un entre-soi. Oui, un entre-soi. Mais je pense qu'il faut que l'on nous laisse le temps de la séquentialité. Il faut un temps pour réfléchir et penser des choses complexes. Il faut les restituer dans une manière simple, mais pas simpliste. Et il y a souvent de la démagogie à faire croire aux gens que les choses, que les dynamiques sont simples. Elles ne sont pas simples. Elles sont mais complexes. dans quelle langue? Mais oui, c'est un travail. Je veux dire, il y a des gens qui nous ont proposé de reprendre les ateliers, de traduire, de faire des formats de 10 minutes, de faire des capsules, de disséminer. Il y a toute une réflexion à faire sur comment cette plus-value intellectuelle, on la rend accessible au plus grand nombre. Et ça, je suis entièrement d'accord que c'est un défi vers lequel nous devons aller. Mais je pense que nous y allons de plus en plus dans la multiplicité des publics qui sont les nôtres et dans le fait que ça touche des jeunes lycéens qui ne sont pas la première cible au départ. On s'attend à ce que ce soit des étudiants, des universitaires, des gens du milieu intellectuel et artistique. Et on a vu que ça descendait. Et avant-hier, j'étais très heureux, je marchais dans la rue. 2 jeunes filles de 18-19 ans, elles m'ont arrêté dans la rue, elles m'ont remercié pour les ateliers de la pensée. Je me suis dit, ah d'accord, si ces jeunes-là de 18-19 ans estiment que c'est quelque chose d'intéressant pour eux, c'est pas inutile, bien qu'il faille aller un peu plus loin. Et les jeunes du Bénin ont fait ce qu'ils appellent les petits ateliers de la pensée. Ils ont pris des thèmes à leur hauteur dans leur lycée et ils ont commencé à en débattre sur le modèle des ateliers. Maintenant, le grand défi, c'est de rendre tout cela accessible au plus grand nombre, dans les langues nationales, à plusieurs publics, dans des formats différents. Mais c'est un travail qui peut être fait une fois que la ressource et l'archive est là. Aux paysans de votre village, oui, Sérère, comme celui de mon village. Exactement, du absolument, Fouta. absolument. Oui. Et puis même peut-être envisager des modèles de discussion qui les incluent. Parce qu'on a des lieux, on a des manières de faire et des formats qui font que certains individus se sentent d'office exclus de ces lieux-là. Peut-être même réfléchir à comment créer des lieux de discussion et d'échange qui épousent des codes qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les codes académiques, universitaires, classiques. Et il y a tout un travail à faire, nous, de nous alphabétiser dans cet alphabet-là et cette grammaire-là et de comprendre voilà, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut mieux interagir. Felwine Sarr, l'invité du jury du dimanche, le sabre d'El Hadj Omar en question. Il y a tout un débat. Certains disent que ce sabre restitué l'autre jour au palais présidentiel par le Premier ministre français Édouard Philippe, que le vrai sabre se trouverait à Bandiagara, et qu'il n'avait qu'un seul sabre et qu'il n'avait pas qu'un seul sabre plutôt. Le propagateur de la tariqa tijane n'avait même pas de sabre, disent certains, contrairement à l'idée répandue faisant de lui un djihadiste armé. Quelle est finalement la bonne version pour le co-auteur du rapport sur le patrimoine culturel africain? En fait, je vais répondre de manière claire et précise, mais avant ça, je trouve que le débat que ça pose, c'est un débat d'historiographie. Et pour moi, c'est important de le dire à la lumière de l'histoire générale du Sénégal. Et pourquoi c'est important d'avoir une historiographie sénégalaise? Voici une question historique qui a été traitée par plusieurs sources. Il y a des historiens américains qui ont travaillé dessus, il y a des historiens sénégalais, des historiens ouest-africains, il y a des historiens français. Et on a une documentation extraordinaire sur le 19e siècle ouest-africain. Et ce moment-là où il y a la conquête de El Hadj Omar, où il y a la pénétration coloniale. Alors, l'historiographie que nous, on retient, parce qu'on a lu beaucoup de sources, on en a fait des synthèses, on a recoupé. Et à un moment donné, il y a des versions qui existent, que tu lis, mais que tu n'arrives pas à attester par d'autres. Et un travail de chercheur, c'est un travail d'être en mesure de recouper des sources et de voir ce qui est le plus plausible. Parce que qu'est-ce que la science fait? La science, elle dit que la vérité que nous avançons est une vérité qui dit sur quoi elle se fonde. C'est-à-dire que ce n'est pas une croyance. Nous savons, et comment nous savons? C'est ce que la science dit. Et la science dit, voici mes sources historiques. Et la science dit, voici ce que je ne sais pas. Et voici ce que je sais, comment je le sais. Donc, comment nous le savons? Nous avons compilé énormément de sources historiographiques. J'aurais pu en citer plein de références. Et nous avons discuté avec la famille omarienne. J'ai été les voir à la Médina. Parce que la famille avait entrepris depuis plusieurs années, depuis 1993, c'est la famille qui voulait que le sabre revienne. Donc du coup, la famille considère que ce sabre-là, alors est-ce que El Hadj Omar avait un ou plusieurs sabres? J'en sais rien. Probablement, on aurait pu dire un sabre de El Hadj Omar plutôt que le sabre.
Donc ça aurait peut-être été une solution simple pour dire que c'est l'un de ses sabres. Mais la famille considère qu'en fait, quand El Hadj Omar sent que c'est devenu compliqué pour lui, avant d'aller à cette bataille à Bandiagara en 1864, il confie à son fils Ahmadou ce sabre. L'empire Toucouleur a désormais sa capitale à Ségou, elle n'est plus à Dinguiraye. Et ce sabre, El Hadj Omar part et il décède en 1864 dans des circonstances que l'historiographie n'a pas vraiment élucidées. On dit qu'il a disparu dans les falaises de Bandiagara, mais ce n'est pas clair. Donc ça veut dire que là-bas, il y a un travail à faire. Et on n'est même pas sûr que c'est contre les Français qu'il est mort. Il y a des sources historiographiques qui disent non, c'est les Mandingues, les Malinqués et les Peuls du Massina contre qui El Hadj Omar s'était battu pour imposer sa théocratie par le djihad, qui se sont retournés contre lui et qui l'ont tué. Il y a ces sources-là qui le disent. Et ce ne serait même pas une bataille contre les Français. Donc, mais c'est un moment à élucider. Mais c'est pas tant ça qui nous intéresse. C'est que quand ce sabre reste à Ségou, il y a ce qu'on appelle un processus de patrimonialisation. Et c'est ça qui est le plus important. C'est que pour son fils et pour sa famille, c'est important. C'est un legs de El Hadj Omar. Et quand le colonel Louis Archinal arrive en 1893 et qu'il vint à Ahmadou à Ségou, ils prennent un butin de guerre. Ils prennent non seulement le sable, ils prennent des manuscrits, ils prennent des bijoux, ils prennent des vêtements, ils prennent énormément de choses et ils les emmènent. La pratique du butin de guerre était classique à l'époque. Elle n'a été interdite qu'en 1899 par une convention de la Haye. Alors, quand la famille réclame ce sable, ça veut dire qu'elle l'a investi de sens et de signification. Et c'est le symbole qui compte. Ça veut dire qu'elle estime que c'est un objet qui a appartenu à El Hadj Omar et qui a un sens profond. Du point de vue symbolique, c'est un sabre d'El Hadj Omar. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que dans l'histoire, il y a beaucoup de faits qui existent et il y a des faits qui restent significatifs. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est le processus de patrimonialisation. El Hadj Omar aurait pu avoir 10 sabres et que ces sabres-là n'aient aucune valeur pour la famille, que ce soit juste des instruments de guerre ou qu'on les prenne ou qu'on les transforme dans la forge. Mais qu'un sabre spécifique et particulier ait été réclamé depuis les années 90 veut dire que c'est ça qui est fondamental, que la famille le veut et que cet objet a été patrimonialisé. Après, les historiens peuvent venir dire oui, mais il y a eu un sabre à Bandiagara qui n'est pas le même. El Hadj Omar met la lame, met le Montmorency. Et c'est un débat intéressant. Mais ça ne change rien au fait que le symbole, c'est sur ce sabre-là que le processus a eu lieu. Et c'est ça qui est important. Et donc lorsqu'on le ramène, on ramène un univers de sens et un univers symbolique. Et on respecte, on reconnaît les communautés qui ont investi de sens cet objet particulier. Et ça, c'est une chose absolument différente de dire c'est le sable, c'est pas le sable. Bien que c'est un débat intéressant, mais c'est pas le débat fondamental. Très bien. Voilà. Et pour finir là-dessus, pour moi, ce qui est intéressant de ce que cette restitution elle fait, elle nous oblige à rediscuter de El Hadj Omar, elle nous oblige à rediscuter de ce 19e siècle, et je pense qu'elle ouvre des chantiers pour nous, que nos historiens fassent le travail et qu'ils clarifient Ségou, Dinguiraye, Bandiagara, comment ça s'est passé, son rapport avec les colons, avec la France, le Sokoto, et toute cette région-là, toutes les dynamiques sont djihad. Parce que certains disent, oui, il ne faut pas le faire passer pour un conquérant. C'était un conquérant. Il y a des régions ouest-africaines dans lesquelles les gens se souviennent du passage de El Hadj Omar. Et toutes ces dimensions multiples, une historiographie qui n'est pas une hagiographie, qui n'est pas juste là pour faire la légende, relever les hauts faits, mais qui veut regarder l'histoire d'un point de vue objectif. Vous challengez un peu le comité qui est chargé de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Non, je pense que c'est important et que justement... Avec le professeur Iba Der Thiam. Oui, en fait, je les challenge dans le bon sens. Je dis que justement, c'est important qu'ils fassent ce travail. Oui. Et parce que les quelques petites erreurs qu'ils ont faites, dans laquelle beaucoup de gens se sont engouffrés pour les délégitimer, je trouve que ce n'est pas un procès juste qu'on leur fait. Eux, c'est les historiens, ils doivent faire ce travail. Ils ont reconnu leurs erreurs, ils vont les corriger, mais l'histoire ne peut pas être le fait simplement des familles et que chacun donne sa version des faits, et c'est ça qui est valable. La version des familles, elle est absolument importante, il faut l'écouter, mais il faut la croiser avec d'autres sources pour en faire une histoire et pas une hagiographie. Sinon, si on la confie aux familles, ben, chacun va construire une belle hagiographie pour son... Et puis on ne saura pas ce qui s'est passé. Et on a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé en croisant toutes les sources. Les récits des familles, les récits oraux, mais en respectant le travail des historiens. Et j'en appelle à un respect du travail de la commission de Iba Der, qui, quand elle se trompe, accepte qu'elle se trompe, parce que c'est un travail scientifique, mais qui est absolument fondamental pour que justement ce genre de débat-là, qui puissent eux être des arbitres, qui puissent nous dire attention, il y a plusieurs versions, mais selon ce que l'on sait, voici ce que l'on sait de manière à peu près certaine, ça on n'est pas sûr. Cette version est plausible, celle-là elle est moins, et c'est ça le vrai débat qui est intéressant de faire. Deux Sénégalais vous interpellent avec la complicité de notre technicien. Bonjour M. Kane. Prière demandée au professeur Felwil si les œuvres devant être restituées à l'Afrique sont authentiques. Et s'il en est ainsi, pense-t-il pas que ces œuvres ont déjà perdu leur âme?
je veux dire toute leur signification auprès des populations. Merci et bonne continuation. Bonjour Mamadou, pour votre invité, j'ai une question concernant la restitution ou le prêt, c'est selon du sable de El Hadj Omar. Conçoit-il qu'il soit cohérent que le saint homme El Hadj Omar, refusant la captivité des colons, puisse laisser derrière lui, durant sa disparition, son sabre, sachant qu'ils peuvent le récupérer et le brandir, insinuant qu'il l'aurait tué? Et quelle réponse apportera-t-il à ceux qui défendent la thèse selon laquelle le vrai sabre est à Bandiagara? On revient à la question de l'authenticité de ce sabre comme des autres œuvres. Oui, en fait, 90 000 œuvres que vous avez listées dans votre rapport. En fait, il faut dire que d'un point de vue méthodologique, on a été dans les musées. Au Quai Branly, il y a 70 000 œuvres. On y a été. On a accédé aux œuvres, on a accédé aux réserves, on a accédé aux bases de données. Et donc, les œuvres que nous avons listées et les œuvres dont nous avons préconisé le retour sont des œuvres authentiques. Dans le sens où, si je prends les objets de Abomey, la statue de Guézé, de Glélé, de Béhanzin qui se trouve au Quai Branly, les armoiries royales sont des œuvres authentiques. Et d'ailleurs, une commission du Bénin d'experts est partie au Quai Branly à visiter parce qu'il y a des commissions binationales qui se mettent en place pour que les objets reviennent. Et ces gens-là peuvent absolument authentifier les objets puisqu'ils les connaissent. C'est des conservateurs, c'est des historiens de l'art. Ils ont souvent même été dans ces musées-là avant de rentrer. Donc là-dessus, il y a une sorte de crainte. Il y a une grande défiance vis-à-vis de la France que j'entends. Il y a une grande défiance dans la relation. Ils vont nous tromper, ils vont nous envoyer les faux. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce sont des œuvres authentiques. La deuxième question qu'il pose, elle est intéressante, c'est est-ce que ces œuvres ont perdu leur sens, leur signification pour les communautés? Oui. Et ça, c'est une question très, très importante et très intéressante. Oui. Dans certains cas, les communautés, les mondes qui avaient produit les œuvres ont disparu. Et les rituels qui les accompagnaient et qui leur donnaient sens n'existent plus. Mais dans d'autres cas, ces rituels sont absolument vivants. Et nous avons fait du terrain. On a été dans 5 pays d'Afrique. On a été au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, au Mali 2 fois. On a été dans les endroits où il y a des musées traditionnels et on a pu voir que dans certains lieux, les communautés avaient gardé un rapport vivant avec leurs objets, un rapport rituel, et qu'ils étaient en mesure de les recharger spirituellement et de les décharger. Et je donnerai juste un rapide exemple. Au Mali, il y a une communauté qui prend ses œuvres, qui les confie au musée. Au moment du rituel, elle va les chercher du musée, elle fait des cérémonies pour les rendre sacrées. Elle fait son rituel et après le rituel, elle décharge l'œuvre d'un point de vue spirituel. Elle en fait une œuvre profane, elle le ramène au musée. Et ça, c'est intéressant. L'œuvre a deux statuts, un statut profane et un statut sacré, a une identité qui est métamorphique, une identité qui est fluide. Donc certains mondes existent, d'autres ont disparu. Et je finirai en lui disant que ce qui est fondamental, c'est de savoir comment on les resocialise. On peut prendre un objet qui n'est plus un objet rituel, mais on peut en faire une œuvre d'art. Elle peut inspirer des designers. On peut la réinjecter dans une problématique contemporaine, on peut se la réapproprier. Donc même si dans certains cas, ces mondes ont disparu, ces œuvres ont encore un pouvoir de germination. On peut les prendre et en faire autre chose. Et dans d'autres cas, ces mondes n'ont pas disparu du tout et des objets peuvent retrouver une place dans le sanctuaire, y compris une place réinventée, puisqu'il y a des communautés qui ont encore gardé leur rapport. Comment les faire rapatrier? Mais c'est ça le travail, c'est qu'en fait, il faut que les États fassent des demandes. Demander à la France à genoux. Non, certains disent qu'il faut aller les chercher, c'est une obligation. Comment procéder concrètement? Mais parce qu'il y a une démarche, il y a d'abord une démarche épistémologique et scientifique, de dire on fait l'inventaire, d'une part, on les identifie, deux part. Troisièmement, on fait un travail historiographique. On démontre que ces œuvres ont été prises par de la violence coloniale sans le consentement des populations. Ensuite, ils ont un arsenal juridique pour protéger leur patrimoine national dans lequel ils ont intégré nos objets. Il faut démonter cet arsenal juridique. Nous, on a proposé une loi pour changer cette loi-là, pour permettre à nos œuvres de rentrer ou avoir des procédés juridiques qui permettent la restitution. Et ce que les gens doivent savoir, que le combat est d'abord un combat intellectuel et un combat de savoir. Parce qu'ils ont noué des récits autour de ces objets qui, pour un certain cas, n'étaient pas exacts. Et déjà, la capacité de dire non, c'est des objets. Vous en avez fait des œuvres d'art. Ce ne sont pas des œuvres d'art, c'est des sujets. C'est des êtres spirituels, c'est des objets du rituel. Vous leur avez accordé des sens et des significations qui n'étaient pas leur sens profond. Et leur sens profond était beaucoup plus important que ça. Et vous en faites juste un objet à contempler pour soi-même. Non, c'est un objet qui est important pour la communauté. Le pouvoir est d'abord le pouvoir de mise en récit. Donc il y a tout un travail sur l'historiographie et sur le régime documentaire de l'œuvre à faire. Ensuite, puisque maintenant on sait où sont les œuvres, puisqu'on sait comment elles ont été prises, on a les listes des objets. Oui. À nos États de faire des demandes claires, mais parce que la demande du Bénin n'était pas une demande à genoux, c'était une demande forte, ferme, digne, en disant ces objets nous appartiennent, ils sont importants pour notre patrimoine culturel, nous vous demandons de nous les restituer et faire des listes et les envoyer et demander officiellement la restitution parce que la France dit qu'elle attend les demandes.
Très bien. Et si nos États ne le font pas, dans 5 ans, ils diront nous étions prêts à rendre, mais ils n'ont rien demandé. Mais sur le sabre d'El Hadj Omar, il y a eu un début de polémique parce qu'au moment où le Premier ministre français a fait état presque d'une possibilité de retour de ce sabre encore en France. En fait. Mais expliquez-nous, ce sabre, il est revenu définitivement ou il va repartir? C'est vraiment simple, c'est vraiment absolument simple. Oui. Le droit patrimonial français aujourd'hui ne permet pas une restitution, ne permet pas de sortir un objet du patrimoine national français et de le rendre. Ils ont ce qu'ils appellent la clause de l'inaliénabilité. Et je prends juste 30 secondes pour expliquer pourquoi. Les Français considèrent que leur musée, les collections nationales disent leur identité. Et le musée est né dans le 18e, 19e siècle sur la base de dons. Les seigneurs, les cabinets de curiosité donnaient à l'État ou à l'empereur des objets qui devaient représenter l'identité nationale. Et pour être sûr que ces objets ne seront pas revendus par les musées, on les a rendus inaliénables. On ne peut pas les sortir et les vendre. Comme ça, on est sûr que le patrimoine national est préservé. Le problème, c'est que quand ils ont pris les objets qui ne leur appartenaient pas, qu'ils les ont intégrés dans leur patrimoine national. Et donc, du coup, ils les ont rendus inaliénables. Mais cette inaliénabilité-là, elle est indue. Et ce que nous avons fait, nous avons écrit une loi pour pouvoir sortir ces objets de leur patrimoine et les rendre en arguant du fait qu'ils ne devaient pas y être et qu'ils ont été pris par de la violence. Maintenant, tant qu'ils n'ont pas voté une loi pour faire ce travail-là, ils ne peuvent théoriquement pas rendre des objets La France doit voter cette loi. Mais la France a déjà trouvé un procédé juridique pour rendre les objets et les restituer en attendant de voter ça là, parce qu'elle a dû restituer des objets aux Chinois, aux Coréens, comme des manuscrits en 2006. Elle a dû restituer les restes humains de Saartjie Baartman, elle a restitué des plaques funéraires chinoises, elle a restitué des têtes maoris. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un dépôt à long terme renouvelable. Elle vous dépose l'objet pour 5 ans ou pour 10 ans, et au bout de 5 ans, le terme est renouvelé. Autant de fois qu'il faut, et l'objet reste chez vous, et l'objet en fait est restitué. L'objet ne repart pas, en attendant qu'ils changent la loi. Et c'est ce procédé qu'ils ont utilisé pour nous. Okay. Et certains disent oui, c'est un prêt, c'est pas un prêt, c'est un dépôt à long terme, un artifice juridique en attendant de restituer le truc. Et les autres œuvres dont il faut organiser le rapatriement, on parlait de Cheikh Omar, mais je citerai Cheikh Ahmadou Bamba, je citerai Lat Dior, et tous les autres sont cités. Comment procéder? Il est attesté qu'il y en a aussi des objets leur ayant appartenu qui se trouveraient en France ou ailleurs. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans ta question, Mamoudou, c'est qu'au départ, tu as cité les figures religieuses. Oui. Et ce que je trouve intéressant à noter, c'est que dans la mémoire collective sénégalaise, le processus de patrimonialisation est principalement sur des objets ayant appartenu à des figures religieuses. Tu vois? Donc, et pourtant, dans le sud du pays, les Diola, les Bénouk, les Bédik, y compris les Sérères, ont de la statuaire, ont des objets rituels, ont des objets du quotidien qui sont importants pour eux, mais j'ai l'impression que la majorité des Sénégalais ne considèrent pas ces objets-là comme des objets patrimonialisés. Et ce qui fait courir leur cœur, c'est les objets qui ont appartenu à des saints. Et c'est là où c'est intéressant justement que le Sénégal fasse une liste. Le Sénégal a la liste des objets qui se trouvent en France et que le Sénégal puisse choisir une liste d'objets qui représentent toutes les communautés et qui ont un sens pour toutes les communautés. Bien évidemment les communautés religieuses, mais les autres qui ont des objets qui sont dans les bois sacrés, qui sont dans les khambs, etc., et qui sont importants pour eux et qui ont été patrimonialisés, que ces objets-là aussi puissent revenir. Il y a aussi des restes humains. Il y a à Oussouye des crânes de rois, de résistants que les Français ont emmenés à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qu'ils ont gardé. Des pratiques assez barbares, où lorsqu'on vainquait un chef, on lui coupait la tête et on l'emmenait. Et puis on faisait des expérimentations avec de l'ethnologie néocoloniale. Il y a des crânes algériens. Tous ces objets-là doivent aussi revenir pour avoir des sépultures dignes, etc. Donc c'est ça qui est important, c'est que ces objets, en faire la liste, donc d'une part, les demander de manière officielle et se préparer à les recevoir et réfléchir à comment on les resocialise. Quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met dans des musées, dans des centres de recherche universitaires? Est-ce qu'on les ramène dans des communautés, dans des écoles d'art? Et ça nous oblige à avoir une réflexion sur notre patrimoine à nous. Ce patrimoine-là, comment on le rend fécond dans les dynamiques actuelles et futures de nos sociétés? Et ce serait là vraiment le début d'une vraie renaissance africaine. Absolument, parce qu'il nous manque un matériau. C'est-à-dire que dans les briques qui doivent nous reconstruire, il y a aussi la brique de notre patrimoine matériel. On a beaucoup de patrimoine immatériel qui existe et les gens ont continué à créer sur le continent. Mais quand même, on a besoin de récupérer toutes les traces de notre histoire et de les reféconder. Mais ces objets ayant appartenu à nos héros, nos héroïnes, nos communautés, mais symbole de quoi? De victoire,
à célébrer de défaites? Non, de tout, de tout. Oui. Je descends, je prends l'exemple du Bénin. Quand vous allez à Abomey, au palais d'Abomey, il y a quelques objets, très peu. Quand on vous raconte l'empire du Dahomey, Béhanzin, Glélé, Guézo, et lorsqu'on vous raconte que vous êtes un jeune béninois, vous avez 15 ans, on vous raconte que c'était des gens qui étaient créatifs, qui étaient puissants, qui étaient intelligents. Vous ne voyez aucune trace de la créativité, du génie, et de la puissance, et de la beauté. Quand vous avez ces objets, vous vous rendez compte que vous êtes issu d'un peuple qui a été capable de créer ces objets qui sont absolument raffinés, qui sont magnifiques, qui a été capable de symbolisme, de force, de discours esthétique, intellectuel, philosophique et spirituel à travers les objets, et vous récupérez une partie de ce qui a constitué la grandeur et la puissance de vos sociétés et de votre héritage culturel. Et vous avez une trace en face de vous qui vous le signifie. Quand vous allez là-bas et que vous ne voyez absolument rien, vous voyez un tout petit tabouret, alors que les grands trônes sont au Quai Branly et qui sont impressionnants, mais vous vous demandez quel est votre héritage et à quoi avez-vous contribué dans la culture humaine. Et c'est absolument fondamental. Donc, ce n'est pas l'histoire d'une défaite. On va très rapidement terminer sur cette question qui est inépuisable d'ailleurs, le rapatriement de ce patrimoine culturel africain. Alors, qu'est-ce que vos recherches vous ont fait découvrir? Qu'il y a plus d'œuvres restées en Afrique que d'œuvres parties? Non, c'est ou l'inverse. le contraire? Non, c'est l'inverse. C'est absolument l'inverse. En fait, il y a des débats sur le pourcentage. Nous, on retient le pourcentage de 80 à 90% des œuvres matériel, pas du patrimoine immatériel. Parce que des fois on dit oui, mais il y a les contes, les chants, les légendes, on le sait. L'Afrique a continué à créer et puis elle a un patrimoine immatériel important. Mais le patrimoine matériel, la colonisation, il faut simplement le rappeler, ça a été une entreprise de spoliation des richesses matérielles, ça on le sait, mais aussi des richesses immatérielles. Ils ont compris qu'il fallait prendre les objets de la culture, qu'il fallait prendre les traces de la culture, et que quand tu vins un peuple, quand tu lui prends ces objets du patrimoine, tu l'empêches de se reconstruire spirituellement. Tu coupes quelque chose de fondamental. Et pour assujettir les gens, ils ont compris qu'il ne suffisait pas de leur prendre leur richesse. Il fallait interdire leur langue, leur culture, leur civilisation, et leur prendre les traces matérielles de leur génie pour les empêcher de se fonder là-dessus et de se reconstruire. Et on oublie cette dimension immatérielle, c'est cette autre dimension de rapt et de spoliation des biens culturels. Et ça, c'est absolument important. Donc du coup, 90 000 œuvres au Quai Branly, c'est énorme. C'est énorme. Aucun musée du continent n'a 10 000 œuvres. Les plus grands musées ont 4 000 et 5 000 œuvres. Mais il n'y a pas que la France, on est bien d'accord. Il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, il y a tous les pays européens qui ont énormément d'objets de toutes les anciennes colonies. Et d'ailleurs, le débat s'est exporté en Allemagne, en Belgique. Aux États-Unis aussi? Oui, ils ont les Premières Nations. Mais eux, ils ont fait un travail beaucoup plus intéressant. Ils ont des musées où ils intègrent les communautés des Premières Nations, où ils les intègrent dans les rituels, où oui. Ils sont un peu plus avancés. Felwine Sarr, l'économiste maintenant, invité du jury du dimanche, la culture, le patrimoine culturel comme vecteur de développement du continent africain, mais l'économie et plus particulièrement la monnaie aussi. Nous allons écouter justement sur la question du monnaie, l'éternel débat sur le CFA. Un autre auditeur vous interpellait sur la question. Bonjour, Serge Diop depuis Pikine. Professeur Sarr, pensez-vous vraiment que le CFA est un frein de développement pour le Sénégal? Et je veux une réponse objective basée sur des études scientifiques en mettant en côté tout ce qui est nationalisme, patriotisme, que c'est encore. Les économistes ou ceux qui parlent de la question de la monnaie mettent plus l'aspect de la souveraineté monétaire. Et vous, en tant qu'économiste et spécialiste de la monnaie, pensez-vous vraiment que le CFA empêche les pays de se développer, surtout les pays africains, les pays de la zone CFA? Donc, nous voulons une explication claire et nette, objective et scientifique. Merci d'avance. Il m'a été demandé une explication claire et nette, et objective et scientifique. Donc je vais m'atteler à cette tâche. Première chose, il faut savoir que la monnaie, elle est importante, mais la monnaie n'est pas l'alpha et l'oméga de toute l'économie. La politique monétaire est un des instruments de politique économique, la politique budgétaire en est autre. Et ce que nous disons en politique économique, c'est qu'il faut avoir autant d'instruments que d'objectifs. Si j'ai un objectif d'équilibre interne, un objectif d'équilibre externe, il faut que je puisse assigner à chaque objectif un instrument. Et généralement, on assigne à l'équilibre interne la politique budgétaire et on assigne à l'équilibre externe la politique monétaire. Quand il y a un instrument qui fonctionne mal, l'économie fonctionne mal. Donc, il faut que la politique monétaire fonctionne bien. Mais il ne faut pas croire que si le jour où elle fonctionnera bien, elle réglera tous les problèmes. Si vous ne produisez pas assez, vous avez beau avoir la meilleure monnaie du monde, si vous n'avez pas de production, vous ne vendez rien. Donc, il ne faut pas aussi qu'on fantasme en croyant qu'une fois que l'on aura résolu la question du CFA, on aura résolu tous nos problèmes.
on aura avancé dans la résolution de nos difficultés. Il faut abandonner le CFA ou pas? Alors, déjà? Donc je reviens là-dessus. Donc là, c'est la réponse que je vais donner. Oui. Le CFA est notre monnaie à nous. D'accord. Il faut sortir la France des accords de coopération monétaire. Quand on dit sortir du CFA, c'est comme si nous devons quitter le CFA et laisser... Non, le CFA est notre monnaie depuis 1948. Une monnaie dans laquelle la France a eu, dans le temps colonial, une grande emprise, et avec le temps, elle a eu de moins en moins d'emprise. C'est-à-dire que lorsque les gens disent qu'il y a quelqu'un qui est au conseil d'administration de la BCEAO, c'est absolument faux. J'entends les activistes le dire, il n'y a pas de Français au conseil d'administration. Par contre, il y a une Française au comité de politique monétaire, c'est vrai. Et ça, c'est un problème. Dans les accords, c'est quoi le problème? Il y a deux problèmes. Il y a le fait que la garantie de la convertibilité ou de la continuation de la convertibilité, elle est faite par un dispositif qu'on appelle le compte d'opération. On met 50% de nos réserves de change en commun. En contrepartie de quoi, dans un compte au Trésor français, la France nous garantit que si un jour on manque de devises et qu'on ne peut plus garantir la convertibilité de notre monnaie sur le plan international, elle va pourvoir à cette convertibilité-là. Nous n'avons pas besoin que la France nous garantisse, puisque depuis des années, nous avons mis nos réserves de devises ensemble et nous surprotégeons la monnaie. Nous avons un taux de 117%, alors qu'il faut un taux de 20% des avoirs extérieurs nets sur les engagements à vue. Nous pouvons prendre cet argent-là, le mettre dans un compte à la BCEAO, ou dans un compte à la Banque des règlements internationaux, ou au Japon. Talon a-t-il raison du Bénin de parler de rapatriement des réserves de change? Mais il ne faut pas qu'il le fasse seul. Oui. C'est-à-dire que ce qui m'a dérangé, c'est qu'il ait décidé d'y aller seul. Oui. Parce que quand même, on a mutualisé nos réserves. Le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Burkina, la Guinée-Bissau, les 7 pays de l'UEMOA ont le réserve ensemble. Donc ça doit être une décision du Conseil des ministres de l'UEMOA de décider ensemble de rapatrier nos réserves, de les mettre à la Banque des règlements internationaux. Oui, mais puisqu'il a raison, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, mais de manière concertée, pas y aller en cavalier seul. Le Sénégal ne doit pas se réveiller et dire « moi je prends mes réserves ». Non, puisqu'en fait on a mis ensemble nos réserves. Parce que le Sénégal tout seul, ses réserves ne lui suffisent pas. C'est pour ça qu'on a mis ensemble nos réserves, pour que si un jour le Sénégal exporte moins et a moins de devises, la Côte d'Ivoire a des devises, le Bénin a des devises qui peuvent suppléer. Et c'est un mécanisme intelligent de mettre nos réserves ensemble pour être en mesure d'avoir toujours assez de devises pour convertir la monnaie de manière internationale. Donc je pense que oui, je pense qu'on doit changer les accords de coopération, sortir la France. Je n'ai jamais vu un Sénégalais qui siège au comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Ça n'existera jamais. Pourquoi la France n'est pas pressée de sortir? Non, en fait, parce que tout simplement, elle a des intérêts. Et l'un des intérêts qu'on oublie, c'est la libre transférabilité. Quand les entreprises françaises sont là, les multinationales, et qu'elles gagnent de l'argent, si elles le souhaitent, exemple, Orange peut rapatrier 90% de ses bénéfices. Parce qu'il y a une clause de libre transférabilité vers la France. Quand vous opérez en Égypte ou dans certains pays africains où il n'y a pas de libre transférabilité et que vous êtes une multinationale étrangère, à la fin de l'année, vous avez du mal à ressortir tout ce que vous avez gagné et à le ramener chez vous. Puisqu'il y a une limitation du transfert des fonds. Donc elle a intérêt à ce que parce que ce système, il lui profite. Oui, autrement dit, la France, ce ne sera pas de gaieté de cœur qu'elle sortira. Oui, comment arriver à ce qu'elle sorte, comme vous l'avez dit, de la zone franc? Mais c'est aux États africains de lui dire, écoute, on renégocie l'accord de coopération, on rapatrie notre compte d'opération à Dakar ou au Japon ou ailleurs, et on se réapproprie toutes les dimensions de la monnaie. Et la France, j'ai écouté le ministre Bruno Le Maire, il a dit, il y a à peine un mois, c'est aux pays africains de décider de l'évolution des accords de coopération. Et c'est ce qu'ils disent depuis 1 an ou 2 ans. Lorsqu'on pose la question, ils disent, c'est pas nous, c'est à eux de décider. Mais nos chefs d'État ne bougent pas. Mais ils ne bougent pas. Pourquoi cet immobilisme? Parce que je pense que certains croient que la stabilité que le franc CFA leur offre, ils ont peur de sortir de cette stabilité, alors que ce n'est pas une stabilité fondamentale, c'est une stabilité dans la difficulté. C'est-à-dire que si on avait une politique monétaire... Parce que la vraie question, c'est quoi? Pour répondre à la question, c'est qu'on a besoin d'avoir une politique monétaire proactive. On a besoin de financer nos économies. On a besoin de ne pas être lié par les contraintes du taux de change. Le CFA est trop fort pour nos monnaies. C'est-à-dire que le CFA est adossé à une monnaie qui est forte. Quand l'euro s'apprécie, le CFA s'apprécie automatiquement puisque le taux de change est fixe. Donc si je suis un exportateur et que j'exporte aux États-Unis ou au Japon, dès que l'euro s'apprécie par rapport au yen, le CFA s'apprécie par rapport au yen et mes produits seront trop chers sur le marché japonais, alors que ça ne dépend pas de mon économie, ça dépend des fondamentaux de l'économie européenne. C'est un problème. La balance commerciale, elle est déficitaire. On a besoin d'avoir une monnaie qui reflète les fondamentaux de notre économie et pouvoir jouer sur le taux de change et pouvoir avoir une politique monétaire proactive. Garder le CFA ou adopter l'ECO en 2020? Je pense que l'ECO est une bonne chose parce qu'elle inclut les autres pays de la CEDEAO. Elle inclut le Cap-Vert, la Guinée, la Sierra Leone, bien que le Nigeria
Et le Ghana. Et le Ghana. Oui. Et c'est très intéressant parce que j'ai des doctorants qui ont fait des thèses là-dessus, qui ont soutenu, Oui. et que aller vers l'éco, c'est ouvrir une zone d'intégration économique et monétaire beaucoup plus large que la zone UE-MOA. Et je pense que c'est une bonne chose. Et il faut juste rappeler que l'éco, c'est un projet qui date de 20 ans, qui date de 1987, avec des avancées, des reculades, et que les dernières années, il y a une accélération du processus, et qui est certainement liée à tout le débat sur le franc CFA. Question d'un auditeur d'ailleurs, puisque vous parlez du Ghana et du Nigeria, Madiba Mbache Diao, qui dit « Des pays comme le Ghana et surtout le Nigeria, première puissance économique de la CEDEAO, attendent des réformes profondes avant d'adopter l'éco comme nouvelle monnaie. L'absence de ces deux États ne fragiliserait-il pas l'éco et au-delà la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange? Non, non, ce n'est pas le cas. La difficulté dans l'éco, c'est qu'il faut des critères de convergence que les États doivent respecter pour qu'on aille vers l'éco. Si vous créez une union monétaire avec des États qui ont des déficits, des dettes publiques qui ne sont pas sous contrôle, vous créez de l'hyperinflation et vous faites payer aux autres qui sont disciplinés les coûts de l'indiscipline des uns. Et le Nigeria, de ce point de vue, est un pays indiscipliné. C'est-à-dire que sa dette et ses déficits ne sont pas sous contrôle. Et les pays n'ont pas fait les efforts qu'il fallait. Donc, ce n'est pas qu'ils attendent des réformes, c'est eux qui doivent opérer les réformes. Le Ghana a fait des efforts et la question, c'est comment on y entre en prenant les garanties d'une union monétaire qui sera viable et qui sera, d'un point de vue économique, propice et prospère. Donc il faut qu'on ait un peu de règles budgétaires que l'on partage. Et les pays font des efforts différenciés. Les pays de l'UE-MOA ont l'habitude de faire ces efforts. Ils les font, les pays en dehors le font moins. Et c'est ça la grande difficulté. Mais on a vu qu'avec le Ghana, on peut y aller. Et ce que nous, on propose, c'est une gradualisation. Que les pays qui sont prêts, les pays qui auront respecté les critères, ils vont ensemble. En 2020. En 2020. Les ne pas rater ce rendez-vous. Voilà, ne pas rater. Et les pays qui ne sont pas prêts, ils attendent. Et quand les pays qui sont prêts vont y aller, les autres vont voir les bénéfices d'être dans une zone intégrée. Et ils feront les efforts du point de vue budgétaire pour entrer après. De la manière dont l'Europe s'est construite donc, au fur et à mesure. Et tous les travaux montrent que ce processus graduel est un processus intéressant. Felwine Sarr, le Sénégal, avec des ressources gazières, pétrolières, ferroviaires et toutes autres ressources qui sont annoncées, même si le premier baril de pétrole ne devrait sortir finalement qu'en 2023 et non en 2022. Mais le Sénégal, avec sa situation économique et financière actuelle, qui finance son développement par l'endettement, le président Macky Sall l'a dit et l'a assumé. Pourquoi l'épargne nationale, c'est ma question, demeure encore faible pour pouvoir financer justement les projets de développement, à votre avis? Première chose, l'option de l'endettement, c'est vraiment la meilleure option? Ce n'est pas la meilleure option, mais c'est une option, c'est un pis-aller, en attendant de faire mieux. Les banques sénégalaises, les banques commerciales sont des banques qui sont profitables, qui gagnent beaucoup d'argent, parce que la plupart sont des banques qui appartiennent à des groupes, qui ont des situations de quasi-monopole et qui ne font pas de crédit. Et qui ne rendent pas ce qu'on appelle la rente d'intermédiation financière. Elles ne mettent pas en rapport celui qui a besoin d'un besoin de financement et celui qui a une capacité de financement. Elles sont surliquides. Et pourtant, les taux d'intérêt sont trop élevés, 12, 13, 14%. Et quand vous n'êtes pas une grande entreprise qui a un vrai background, qui a une vraie comptabilité, qui a tout un système pour réduire ce qu'ils appellent l'asymétrie d'information, elles ne vous prêtent pas. Donc il y a un problème déjà de fonction. Ces banques-là ont la fonction de financer l'économie, elles ne financent pas l'économie comme elles devraient le faire. Bien, il y a des instruments, il faut que l'État mette en place des fonds de garantie, parce que la banque a besoin d'être rassurée que l'argent que je prête me sera remboursé, et que la personne qui me prête l'argent, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un travail. Et il y a des épargnes qui ne sont pas mobilisées. Il y a une épargne qui est thésaurisée, qui est sous forme de tontine. Il y a de l'argent dans le pays qui n'est pas dans le système financier et bancaire, et il faut qu'on trouve les moyens aussi d'aller chercher ces ressources-là et les mettre à la disposition des besoin de financement. Donc il y a des capacités de financement qui existent, mais que nous ne mobilisons pas. Budget programme, c'est l'option aujourd'hui de l'État du Sénégal avec le budget déjà 2020. Et est-ce qu'il n'y a pas de risque de dérapage avec le pouvoir d'ordonnateur qui est donné au ministre autre que le ministre des Finances, qui en était le seul ordonnateur, en plus du ministre des Finances? Et ce qu'il faut rappeler il y a des risques de dérapage. Toujours. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que lorsqu'on fait un budget programme, c'est une projection. C'est-à-dire que les recettes vont être les recettes qui vont arriver dans l'année. C'est-à-dire qu'on a eu l'année dernière X milliards de recettes douanières, donc on se dit on aura à peu près la même chose ou un peu plus. Et à partir de là, on fait un budget, recettes-dépenses. Il peut arriver que dans l'année, on ait moins de recettes que nous avions prévues ou qu'on ait plus que ce que nous avions prévu. C'est pour ça que vers la fin de l'année, souvent vers juin, juillet, il y a une loi de finances rectificative, puisque nous sommes dans l'année et on a pu voir quelles étaient les tendances de collecte
des recettes et on a pu savoir est-ce que ce que nous avions programmé, est-ce que nous avons effectivement les ressources pour le faire. Donc c'est nécessaire qu'à mi-chemin, on récapitule. Mais quand on a un déficit récurrent, on doit l'inclure. On ne doit pas faire comme si on ne sait pas qu'on sera déficitaire et faire un budget beaucoup plus réaliste. Dérapage, donc renforcement des corps de contrôle. Renforcement des corps de contrôle, renforcement d'une meilleure qualité de la programmation et renforcement de l'ordonnancement budgétaire, comment on exécute les dépenses. Dernière question, au regard du précédent de 2012, le débat sur un troisième mandat ou une troisième candidature du président Macky Sall devrait-il se poser aujourd'hui? Je pense qu'il ne doit pas se poser et je pense que c'est le président qui doit le trancher. Si d'aventure des gens dans son camp amènent ce débat, c'est à lui de sortir et de dire non. La Constitution est claire et il n'y aura pas de troisième mandat, ce débat est clos. On a été en 2012 dans une situation assez similaire où la question était de savoir est-ce que la disposition était rétroactive, est-ce que le premier mandat était pris en compte. Et nous ne sommes pas tous des juristes et des constitutionnalistes et chacun peut avoir la lecture qu'il veut. Mais je pense qu'au-delà des débats juridiques, c'est une question de principe, de respiration démocratique. C'est le président qui doit dire j'ai fait 2 mandats et il n'y aura pas de troisième mandat. Comme il doit le dire encore aujourd'hui. Il doit le dire encore aujourd'hui. Il doit revenir et ne pas laisser le débat avoir lieu dans les arrière-cours, dans son parti, à la paire, chez certains qui aimeraient bien qu'il reste, et dire c'est un principe démocratique sénégalais. Et le principe même va au-delà de la formulation. Je fais 2 mandats et je pars. Et au moins, le débat est clos. Mais ce qui est observé, c'est que ceux qui disent qu'il en a fini ont été sanctionnés, en tout cas le cas de l'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur, et ceux qui disent qu'il en a droit, peut-être non, ne risque rien. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pense personnellement qu'il doit le trancher et il doit dire à tous les Sénégalais qu'il ne se représentera pas et qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Et que ce n'est pas bon qu'il laisse ce débat-là avoir lieu. Puisque c'est un principe. La Constitution a été aussi changée pour ça. Et nous avons vécu en 2012 une situation similaire. Et il faut qu'on progresse d'un point de vue démocratique. Il faut que ce soit une chose attestée chez nous. Dans la sous-région, il y a des problèmes. Il y a le Guinéen qui veut un troisième mandat. Il y a des problèmes chez lui. Alassane Ouattara, il n'est pas clair. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'il va permettre le changement de constitution? Je pense que le Sénégal, vu sa longue tradition démocratique et toutes les luttes qui ont été menées ici, doit être un pays qui, de ce point de vue-là, est exemplaire. Et pour moi, la seule responsabilité, c'est le chef de l'État. Il faut qu'il sorte et qu'ils disent qu'il n'y aura pas de troisième. Et ils clôt le débat. Et le débat est clos. En tout cas, notre émission est close. Merci, Felwine Sarr, merci à vous. professeur d'économie, philosophe, écrivain et musicien. Je l'appelle l'homme de la restitution du patrimoine culturel africain. Cela n'engage que moi. Merci d'être venu au jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibra Kane. À la technique, Babacar Ndiaye et toute l'équipe d'e-radio, d'e-TV, réseaux sociaux, Biram Pouy, Binta Alexandra Ndiaye, compte rendu de votre émission dans le site Immédia SN avec l'équipe de Babacar Ndaw Faye. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.